Alors, eh bien, écoutez, à nouveau, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Olémat pour le cycle 3, le CM1 et le CM2. Alors pour cela, j'accueille l'équipe au complet. Marie-Sophie Mazolier, vous êtes certifiée de mathématiques et formatrice à l'INSPE de Créteil. Bonjour à tous et toutes. Nathalie Pfaff, vous êtes agrégée docteur en sciences de l'éducation et formatrice en mathématiques à l'INSPE également de Créteil. Ah, ton micro est éteint, Nathalie, je pense. Bonjour, c'est bon là? Ça marche. Et Stéphanie Grimaud et Émilie Casadian, vous êtes toutes les deux enseignantes. Pour ma part, je suis donc Annie Célan. Pardon. Et je fais partie de l'équipe des éditions RETS et je vais faire en sorte que ce webinaire se passe au mieux. Pour rappel, donc, vous pouvez poser des questions pendant l'intervention des auteurs, des autrices, pardon, que nous pourrons relayer à la fin de la présentation. Ce que je vous propose maintenant de faire, c'est de rentrer dans le vif du sujet en donnant la parole à nos intervenantes. Bon, alors donc c'est moi qui vais commencer. Nous allons en fait vous présenter la méthode. Alors d'abord, nous allons faire une présentation générale. Ensuite, on rentrera un petit peu dans les détails, sans trop non plus, puisqu'il faut tenir, il faut pas que ce soit trop long. Donc on vous présentera chacun des domaines enseignés, et puis on finira par un petit point sur comment utiliser la méthode, enfin des pistes pour utiliser la méthode quand on a un double niveau CM1, CM2. Voilà. Donc, On voit bien voilà, votre ça marche. Voilà. Ouais, Voilà. tout à fait. Je suis pas sûr que le diaporama était lancé, mais voilà. Donc, voilà, la méthode, là, ce que vous voyez, c'est le manuel pour les élèves et le cahier de géométrie, puisque donc pour le CM1 et pour le CM2, il y a manuel et cahier de géométrie. Le cahier de géométrie permet de faire des tracés, de reproduire des figures qui sont données dans le cahier. Voilà pourquoi il y a un cahier de géométrie en plus du manuel. Donc ça, c'est les ressources pour les élèves et pour les enseignants. Et pour les enseignants, voilà, vous avez un guide pédagogique par niveau et puis des ressources à photocopier qui sont fournies aussi sur papier, mais qui sont aussi téléchargeables sur le site, dans lesquelles il y a les annexes qui servent pour les situations, le matériel qui se fait photocopier, la partie du matériel qui se fait photocopier, et puis les évaluations destinées aux élèves. Voilà quelles sont la composition de tout ce qui fait le CM1 et le CM2. Alors, pour rentrer un peu, qu'est-ce qu'il y a comment nous avons procédé? Donc, la programmation, elle est établie sur 34 séquences. 34 séquences pour faire une séquence par semaine. Voilà. Et c'est étalé sur les 5 périodes de l'année. En fait, bon, évidemment, il y a du décalage en fonction de quand tombent les vacances, mais voilà, c'est réparti sur les 5 périodes. Et vous voyez donc une séquence par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, vous avez une notion traitée. Comme vous voyez les titres là, vous voyez, par exemple, la semaine 1, là, c'est pour le CM1, c'est le CM2, voilà. Ici, vous avez le CM2, oui, c'est ça. Et donc, vous voyez, par exemple, sur la séquence 1, et ben, pendant une semaine, on va traiter des nombres jusqu'à 99 099. Non, oui, 99 999. Alors, ça, c'est ce que vous voyez. Pourquoi il y a ça? Ah oui, je me trompe. Voilà. Alors, exemple, voilà, sur la semaine 17,
eh bien, c'est la semaine sur les airs. Et vous voyez, donc ça va être toute la semaine. Et dans le guide pédagogique, on vous indique la structure de la séquence. Donc, vous voyez qu'il y a 4 séances, puisqu'il y a 4 jours dans la semaine, où vous alternez des séances de découverte et de réinvestissement. Et puis, on a une séance qui est qu'on a appelée fin de séquence, qui permet de s'entraîner et qui permet de donner un problème de recherche. Je reviendrai après sur ce problème de recherche. À chaque fois qu'il y a une séance découverte, c'est qu'il va y avoir une nouvelle notion. Et cette nouvelle notion, elle va être introduite par une situation de découverte, une situation problème, quoi, qui est toujours une situation que les élèves doivent vivre, sur laquelle ils doivent chercher, et avec du matériel. Donc, on a toujours un matériel qui vient pour la situation de découverte. Et vous voyez, cette situation de découverte, elle apparaît dans le manuel de l'élève. Vous voyez là, je découvre A, quand il y a plusieurs, dans la semaine, quand il y a plusieurs je découvre, c'est qu'il y a plusieurs situations de découverte. Là, vous voyez que sur la semaine, ça c'est le manuel de l'élève. Donc, vous avez 4 pages qui sont consacrées à cette séquence. Alors, en fait, pour chaque séquence, ça varie entre 4 et 6 pages dans le manuel. Et donc, c'est les 4 ou 6 pages qu'on va faire sur la semaine. Voilà. Toutes ces séances sont décrites. Alors, voilà, là, vous avez le je découvre qui est un peu plus grand pour que vous voyez. Et cette situation de découverte, là, pour la première séance sur les airs, elle est détaillée pour le déroulement dans le guide pédagogique. Donc là, c'est la partie où vous voyez qu'il y a l'explication en détail de en quoi consiste l'activité 1 de découverte. On vous indique quelle est la tâche, ce qui est visé en posant cette tâche pour que vous voyez exactement ce à quoi vous voulez faire, où les élèves doivent arriver. Et donc, vous voyez les différentes phases, le lancement, la recherche. Dans la recherche, on détaille les procédures possibles des élèves et leurs erreurs possibles. Et à la mise en commun, on vous indique ce qu'il faudra faire ressortir lors de la mise en commun. Cette situation de découverte aboutit toujours à une institutionnalisation, donc une trace écrite. Et donc, on retrouve à la fin du manuel ce qu'on a appelé les mémos, qui correspondent aux traces écrites qu'on peut faire avec les élèves. Alors là, elles sont données à la fin du manuel, mais évidemment, l'enseignant gère comme il veut cette trace écrite. Il peut la faire construire avec les élèves, il peut leur faire écrire dans un cahier destiné entre guillemets, hein, on va dire le cahier de leçon, quoi. Donc là, voilà. Mais vous avez les mémos à la fin du manuel. Après la situation de découverte, tout le temps, toute situation de découverte est suivie par des exercices de réinvestissement sur cette notion qui a été institutionnalisée. Donc là, vous voyez, j'ai gardé toujours la même séquence sur les airs. Donc là, vous avez les 2 exercices de réinvestissement qui suivent le je découvre que je vous ai montré assez rapidement. Alors, un exercice rouge, un exercice bleu, pourquoi? Parce que en fait, on va dire que l'exercice rouge, c'est destiné à tous les élèves, et le bleu, on va dire, il est facultatif. Bien sûr, vous pouvez le faire à tous les élèves aussi, hein, suivant ce qui s'est passé dans la. En règle générale, il est un tout petit peu plus compliqué que l'exercice rouge, et il est plutôt destiné aux élèves les plus rapides. En gros, ça veut dire que ce qui est indispensable, on va dire, c'est de faire les exercices rouges et que les exercices bleus,
voilà, en fonction du temps que vous avez pris pour l'activité de découverte, etc., c'est à vous de voir si vous proposez l'exercice bleu à tous ou à quelques-uns, voire à personne. Disons que l'essentiel est de faire les exercices rouges. Donc ça, l'exercice bleu, on va dire, c'est une possibilité de différenciation en ne le proposant qu'à certains. Une deuxième différenciation est proposée, et ça, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la fin de séquence. Là, comme je vous ai dit, il y a 4 séances, une par jour, et ensuite vous avez la fin de séquence. Alors, la fin de séquence qui peut être fait à un moment décroché. Vous avez donc sur la dernière page de la semaine 2 exercices proposés. L'idée, c'est l'exercice A, il reprend en détail la notion principale qui a été étudiée dans la semaine et il est destiné à l'enseignant s'il veut prendre un petit groupe d'élèves qui a encore du mal, qui doit encore travailler là-dessus. Pendant ce temps-là, il y a un exercice B qui est proposé et qui est proposé en autonomie aux autres élèves, de façon à permettre à l'enseignant de rester sur son groupe et de laisser les autres en autonomie, puisque ils ont moins de difficultés que le groupe qui a pris l'enseignant. Donc ça, vous avez cette différenciation. Et puis, pour continuer sur la différenciation, dans le guide enseignant, dans le guide pédagogique, pour les exercices de réinvestissement, à chaque fois, il y a un petit cadre, différenciation, où on vous donne des pistes pour aider les élèves sur chaque exercice. On vous donne des pistes qui peuvent être des aides pour les élèves. Et vous voyez, pour les plus rapides, on vous dit quel est l'exercice qu'ils peuvent faire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est au niveau de la différenciation pour les exercices de réinvestissement. Je vous ai dit tout à l'heure que en fin de séquence, il y avait donc ces exercices qui reprennent ce qui a été vu dans la semaine, et puis un problème de recherche. Alors ici, donc là, ça peut être donné soit au moment où justement où on a pris son groupe d'élèves pour travailler juste avec le petit groupe, ou alors ça peut être donné à d'autres moments. Ce problème je cherche, il a 2 fonctions suivant le problème qu'on propose. Vous voyez, là, c'est en séquence 29. Donc, c'est plus tard dans l'année, vous voyez, il y a un problème de recherche qui reprend, en fait, ici, j'ai fait exprès d'aller chercher celui qui cherchait la notion, qui reprenait la notion d'air. Donc, qui reprend une notion qui a été traitée préalablement, mais qui demande, c'est pour entraîner aux compétences de chercheurs, voilà, développer l'esprit logique de chercheur, être capable de pas abandonner tout de suite. Alors là, ça reprend donc une notion travaillée préalablement, mais il y a quelques fois où c'est vraiment comme ici. Vous voyez, c'est un problème qui a fait appel à quand même à ce qui a été travaillé préalablement, puisque par exemple là c'est 4 ans de plus que le deuxième, donc là c'est sur ça aura été travaillé en résolution de problèmes numériques, mais ici vous voyez c'est plutôt il n'y a pas on n'attend pas une procédure experte pour trouver ce problème. C'est encore une fois pour développer les compétences de chercheur. Donc voilà, c'est ce petit je cherche qu'il y a à la fin de chaque séquence. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, toute activité de découverte est proposée avec du matériel, donc de la manipulation. La manipulation en cycle 3, on en a encore besoin. Donc il y en a pour toutes les situation de découverte. Et après,
on réutilise la manip, mais là, pas pour découvrir la notion, mais souvent pour valider ce qu'on a trouvé et ce qu'on a trouvé sans la manip. C'est-à-dire, on fait la manipulation pour la situation de découverte, on institutionnalise la notion, ensuite, la manipulation sert à valider ce qu'on aura cherché. Dans le guide pédagogique, vous allez trouver aussi les rituels du jour. Les rituels du jour, bon, ça aussi, vous pouvez les proposer soit avant la séance de maths, soit en décroché. Donc, dans ces rituels de jour, il y a le travail sur la suite orale. Là, par exemple, vous voyez que c'est travailler la suite orale des nombres en arrière de dixième en dixième. Hein. On vous détaille un petit peu ce qu'on attend. Et ça, on va le travailler pareil pendant toute la semaine. Donc là, la suite orale, et ben, ça sera la même pendant toute la semaine. Et le calcul mental. Et là aussi, c'est pareil. On va travailler l'objectif de calcul mental qu'on va travailler. Comme vous voyez ici, c'est d'additionner et soustraire hein, des grands nombres. Et ce calcul mental, on va le travailler pendant toute la semaine. Le même objectif de calcul mental pendant toute la semaine. Dans le guide pédagogique, comme vous voyez, on vous donne même, voilà, c'est pour, si vous simplifiez la vie, on vous donne les calculs à proposer tous les jours pour que, ben voilà, ça vous facilite la vie. Dans ces rituels du jour, on propose aussi de temps en temps du travail sur la lecture et l'écriture des nombres, en plus des suites orales et du calcul mental. Enfin, je vous l'ai dit, dans les ressources qui sont téléchargeables sur le site, vous trouverez les évaluations. Et donc, il y a une évaluation par séquence. Après, voilà, c'est à l'enseignant de gérer comment il veut proposer ces évaluations. Est-ce qu'il veut les faire vraiment juste à la fin de la séquence? Est-ce qu'il veut regrouper plusieurs séquences pour en faire? Mais voilà, vous avez une évaluation par séquence et puis c'est à l'enseignant de la gérer. Voilà, je vous ai présenté donc la méthode de façon générale. Et maintenant, on va rentrer dans chaque domaine pour affiner un petit peu et vous montrer qu'est-ce qui est travaillé exactement dans chaque domaine. Donc, je vais commencer par vous présenter les nombres entiers. Donc, en fait, en CM1 et en CM2, c'est les grands nombres, hein, puisqu'on arrive aux dizaines de milliers et jusqu'au milliard en CM2. Alors, ils sont travaillés, donc, en gros, vous voyez, je vous ai mis la progression nombre et calcul. Là, vous voyez que ce qui concerne le nombre et calcul. Hein. J'ai enlevé ce qui concerne les grandeurs et la géométrie. Et j'ai surligné, vous voyez qu'on a fait le choix d'étaler les séquences de nombres sur toute l'année. Comme ça, bah, vous voyez, il y a en gros une séquence par période, ou pas tout à fait, puisqu'il y en a 4. Ce qui ne veut pas dire qu'on travaille qu'à ces moments-là, puisque, comme vous voyez, entre-temps, il y aura des résolutions de problèmes, il y aura des additions et des soustractions, et donc ça va faire intervenir évidemment les grands nombres. Mais donc on étale sur toute l'année en CM1 et en CM2 les séquences sur les grands nombres. Alors, comme je vous ai dit, les activités de découverte, il y a toujours de la manipulation. Qu'est-ce que ici, pour manipuler, on a des cartes qui sont des petites cartes que vous voyez là, qui représentent les unités et qui nous permettent de travailler avec ces petites cartes pour former des nombres. Par exemple, ben voilà, ça, ici vous avez l'activité de découverte, enfin on va dire de redécouverte, la première sur le CM2, vous voyez. Et donc ils ont les cartes de numération que je vous ai montrées préalablement là. Les élèves ont les cartes de numération. Et par exemple, ben voilà l'activité de redécouverte.
c'est combien faut-il prendre de cartes de chaque sorte pour obtenir 1217. Alors, vous voyez que ces cartes, elles permettent, en fait, elles sont faites pour travailler les deux principes de la numération, hein, à savoir le principe décimal, et qui est travaillé avec, si je prends 10 cartes unités, c'est pareil que si je prends une carte dizaine. Si je prends 10 cartes dizaines, c'est pareil que, voilà. Ça, c'est le principe décimal. Et puis, le principe de position, qui est travaillé ici, hein, puisque si vous voulez obtenir 1217 en prenant le minimum de cartes de numération, en fait, vous travaillez la numération de position en vous disant qu'il faut prendre une carte un billet, deux cartes de centaines, etc. Et vous voyez qu'après, on va travailler justement le principe décimal, hein, quand on va chercher combien il faut prendre, tiens, pourquoi c'est passé à l'autre, combien il faut prendre de cartes de chaque sorte, mais je veux pas prendre de cartes de milliers. Voilà, et là, donc, ça fait travailler le principe décimal. Et ça, ce sont des activités qui vont venir tout le temps à chaque séquence sur les nombres. Donc, pour la première séquence jusqu'à 1999, vous allez avoir ça, mais vous allez reprendre le même type d'activité à chaque séquence sur les nombres. Ce qui fait que, voilà, s'il y a eu des difficultés à la première séquence, eh bien, ça laisse le temps de mûrir un peu, d'autant plus qu'on va réutiliser les cartes, par exemple, quand on va faire des opérations. Et donc, à la prochaine séquence sur les nombres, on va de nouveau reprendre ces cartes, mais pour faire le même type d'activité, ce qui fait que ça va aider les plus fragiles, justement, parce qu'on revient toujours sur les mêmes activités, mais juste en augmentant les nombres, évidemment. Une fois qu'on a fait cette activité de découverte, comme je vous l'ai dit, on réinvestit, voilà, et là vous avez l'exercice de réinvestissement qui reprend encore les cartes et qui permet de le retravailler. Et puis après, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, on va décontextualiser, hein, ou même plutôt on va contextualiser justement avec un autre contexte. On va pas évidemment travailler les nombres qu'avec des cartes, hein, où on va finir par, quand on va avoir appris avec des cartes, encore une fois, il faut décontextualiser pour travailler sur des nombres, voilà, et puis sur d'autres contextes. Hein. Alors pour les grands nombres, hein, on va prendre des populations, de villes, etc. Et là, on va travailler donc sur les nombres, sur les grands nombres dans d'autres contextes. La lecture des nombres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la lecture et l'écriture des nombres, elles sont travaillées pendant ces séquences, mais elles sont aussi travaillées dans les rituels des jours pour renforcer la lecture et l'écriture des nombres. Voilà ce qui est pour faire rapidement, hein, sur les nombres entiers. Et je continue sur les fractions et décimaux parce que en fait, on va retrouver exactement le même principe, et c'est ça, encore une fois, qui va aider les élèves les plus fragiles, c'est qu'on va utiliser presque le même type de matériel et sur le même type d'activité. Donc, comme préconisé dans les repères annuels, vous voyez ici la programmation sur fractions décimaux au CM1 et au CM2, et vous voyez qu'on commence très tôt. On commence très tôt parce qu'on va les étaler encore une fois dans l'année. Et si on veut justement laisser un petit peu de temps entre chaque séquence, hein, qui est intéressant pour que, voilà, j'ai travaillé ça et puis j'attends un peu, puis je retravaille un petit peu plus tard et ça renforce mes connaissances. Voilà, donc on va étaler ça dans l'année et pour ça, on va commencer comme d'ailleurs c'est demandé, dès la première période, vous voyez, puisque c'est en semaine 4 en CM1 et en semaine 3 en CM2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, les fractions, quand on va commencer les fractions, on va faire des parts d'unités, des parts égales d'unités,
Et donc, on va utiliser beaucoup de matériel pour faire comprendre cette histoire d'unité et de part égale de l'unité. On va travailler sur des gâteaux. Là, c'est symbolisé, c'est des gâteaux. Donc, des gâteaux partagés en 8. Alors, on va faire des huitièmes ou des quarts ou des demi. En CM2, on va même avoir des douzièmes. Et puis après, on va arriver aux fractions décimales, donc là où c'est partagé en 10. Donc, des fractions de dénominateur 10. Vous voyez que vous avez donc les gâteaux. On va travailler sur des mesures de longueur avec une bande unité. Vous avez deux types de bandes unités, une unité partagée en 10, une unité partagée en 100, quand on fera les fractions de dénominateur 100. Puis après, vous avez les rectangles. Ça, c'est le rectangle d'unité qui va être partagé soit en 10, soit en 100, et même en CM2. Il sera même partagé en 1000, le rectangle. Donc ça, c'est pour renforcer l'idée de l'unité, partage en part égale, et surtout, dès le début, ce qu'on va travailler dans les fractions, pour pas donner l'impression que une fraction, c'est toujours inférieur à 1, c'est qu'une part. On va tout de suite travailler sur des fractions supérieures à 1. C'est-à-dire qu'on va donner un gâteau plus 3 dixièmes de gâteau. Et donc, on va travailler tout de suite avec voilà, pour comprendre qu'une fraction, c'est pas toujours inférieur à 1. Quand on aura acquis avec ce matériel assez concret, on va passer là plutôt en CM2, vous voyez, sur du matériel comme les nombres entiers, exactement le même, où on va avoir en plus de nos cartes de nombres entiers, les cartes dixièmes, centièmes et millièmes. Et on va proposer exactement le même type d'activité, puisque vous voyez ici, là, c'est en CM2, on veut leur demander, c'est exactement, et c'est permet justement de revenir sur, que ce soit des nombres décimaux ou des nombres entiers, les deux principes sont les mêmes. Alors moi je vous le dis, mais on ne dit pas ça aux élèves, on ne dit pas le principe décimal et le principe positionnel, mais en fait c'est ce qu'on ferait travailler. Et vous voyez que c'est le même type d'activité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait que ça comme activité, mais ça, vous allez avoir ces activités de découverte qui vous permettent de renforcer, encore une fois, les principes, le principe décimal et le principe positionnel. Voilà. Rapidement, après, s'il y a des questions sur les fractions et les décimaux, on pourra y répondre, mais c'était pour vous présenter rapidement ce qui était nombre entier, ce qui était fraction décimaux, et surtout vous voyez que c'est peut-être que la première fois ça va poser des problèmes aux élèves, mais c'est le fait de répéter avec du même matériel et sur le même type d'activité que ça va aider les plus fragiles. Voilà. Je vais laisser maintenant Marie-Sophie pour présenter la résolution de problèmes numériques et le calcul posé. Donc, Marie-Sophie. Alors, oui, j'ai remis mon son. Donc, je vais accentuer. Nathalie a fait une présentation très détaillée de la méthode. Donc, la méthode reste valable dans la résolution de problèmes, les chapitres afférents à la résolution de problèmes. Je vais donc être un petit peu plus rapide sur certaines choses. Donc, d'abord, la résolution de problèmes numériques, mais ça s'inscrit dans une démarche générale, comme vous l'a dit Nathalie, où nous cherchons toujours à rendre les élèves acteurs dans le sens où on veut qu'ils réfléchissent, on ne veut pas juste qu'ils exécutent une méthode que nous leur aurions montrée dès le départ. Le but, c'est vraiment que les élèves apprennent à réfléchir et apprennent à prendre goût à réfléchir. C'est vrai partout via les résolutions de problèmes de situations de découverte, les problèmes pour chercher, mais aussi donc dans le chapitre résolution de problèmes numériques. Alors Nathalie, ton écran n'est plus partagé. Voilà, merci. Et il faut que je reprenne la main. Et voilà. Donc, comme pour les chapitres précédents, vous voyez, j'ai surligné dans la programmation par période en cycle en CM1 et CM2
c'est vraiment quelque chose qui revient dans beaucoup de chapitres dédiés, mais j'aurais pu surligner encore plus de chapitres puisque il y a de la résolution de problèmes aussi, par exemple lorsque l'on va travailler sur les grandeurs. Je n'ai pas souligné ces chapitres-là, mais j'aurais pu, et vous auriez constaté qu'en fait, on traite de la résolution de problèmes numériques dans presque tous les chapitres, donc vraiment tout au long de l'année. Alors, voilà. Donc, on retrouve les je découvre. Ici, vous en avez un je découvre de, vous voyez, les tout débuts de l'année, du CM1, de CM2, pour vous montrer que, alors, ce qui est spécifique maintenant à notre démarche, nous travaillons la résolution de problèmes appuyée sur la typologie de Vergniaud parce que ça permet de travailler le sens des opérations. Et c'est effectivement maintenant recommandé aussi dans les programmes et tout ce qui est accompagnement des programmes. Notre travail est cohérent depuis le CP, en fait. Ce n'est pas une spécificité cycle 3, c'est vraiment toute l'école élémentaire. Nous avons choisi des contextes de référence pour chacun des types de problèmes. Les problèmes de réunion, on a notre type, pas ici des crayons, des feutres. Pour les problèmes de transformation, ce sont des vélos qui rentrent et qui sortent d'un parc à vélo. L'intérêt, c'est de pouvoir faire un affichage appuyé sur ces exemples de référence et lorsqu'on résout des problèmes d'un même type, aider les élèves à faire du tissage, à faire des liens entre les différents problèmes. Comprendre le sens des opérations, c'est comprendre que, ah oui, là, j'additionne parce que je suis en train de réunir des collections et je cherche un tout. Ah oui, là, je soustrais parce que je cherche une partie. C'est important que les élèves prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire et donc de d'abord et avant tout s'intéresser à la situation elle-même, être capable de se la représenter et comprendre les actions sur les nombres. Ça peut se traduire par des affichages comme ceux-là que j'ai repris des années antérieures. Et le fait d'avoir conservé un même habillage va permettre aux élèves d'avoir cette référence commune depuis le CP, si jamais ils ont suivi la méthode depuis le CP, bien sûr. Mais pour nous, c'est ainsi que nous construisons la collection. Donc, ces affichages sont proposés, mais peuvent être aussi, bien sûr, et c'est l'idéal, construits avec les élèves. C'est beaucoup plus parlant pour eux. Alors, j'essaye de changer de diapo. Voilà. J'en ai pas. S'il y en a une qui a été sautée, il faudrait revenir à la diapo antérieure. Nathalie, tu peux m'aider, s'il te plaît, parce que j'ai plus ou moins la main. Ça marche moyen. Est-ce que tu peux revenir à la diapo antérieure? Vas-y encore. Voilà. Donc, hop, la suivante. Voilà. Donc, des exercices d'entraînement, là je passe rapidement. Ah, évidemment, les contextes changent maintenant. On ne va pas rester tout le temps avec nos crayons et nos vélos. Et on retrouve les couleurs d'exercice pour permettre la différenciation. Il est évident qu'on ne cherche pas à faire tous les exercices d'un manuel de cycle 3. Sinon, jamais on tient le rythme de l'année. Donc, la schématisation, c'est un des gros axes aussi du travail en résolution de problèmes. Nous continuons un travail qui a été entrepris depuis le CP qui amène petit à petit les élèves à essayer de… Alors, je parle bien de schématisation et pas de dessin schématique où je ferai des ronds à la place de dessiner des moutons. Mais nous ne cherchons jamais à imposer, nous proposons une schématisation. Alors, vous retrouvez la schématisation en barre qui peut être efficace pour certains élèves, mais on va voir pas forcément pour tous. En tout cas, nous la proposons et cette schématisation va dépendre du type de problème. Par exemple, on ne schématise pas de la même manière un problème de réunion quand je réunis deux parties ou lorsque je compare deux collections, là, je ne vais pas évidemment les mettre bout à bout. Donc, c'est une proposition, mais nous restons dans l'idée que ça n'est pas un travail spécifique sur la schématisation. Ce n'est pas un objectif, c'est un moyen qui peut aider certains élèves,
qui n'est pas à être exigé parce que certains élèves n'ont pas du tout besoin de schématiser pour résoudre un problème et il ne faudrait pas se mettre à leur imposer une schématisation qui pourrait leur créer des difficultés. Mais pour certains, ça peut aider à structurer la pensée. Nous insistons il y a eu beaucoup de recherches sur justement est-ce que la schématisation aide les élèves ou non. Et je vous reciterai, citerai tout court ce qu'a dit Annick Fagnan: le choix d'une représentation appropriée ne dépend pas seulement du type de problème, donc elle en dépend, mais pas seulement, mais aussi des élèves et sans doute d'une interaction entre ces deux variables. En réalité, certains types de schématisation pourraient s'avérer plus ou moins efficaces selon qu'on s'accorde ou non, qu'ils s'accordent, ou non avec les démarches spontanées des élèves. Donc, il ne faut pas penser qu'une schématisation type va rendre service à tous les élèves. Il vaut beaucoup mieux partir, c'est ce que nous proposons, de leur propre façon de représenter les problèmes pour leur proposer éventuellement des schématisations. Voilà sur ce point-là. Alors, idem, hein, s'il y a des questions en fin d'intervention, nous pourrons tâcher d'y répondre. Alors, j'enchaîne sur le calcul posé, parce que ce calcul posé est intimement lié à la résolution de problèmes dont nous venons de parler, et aussi à la numération décimale, puisque si nous posons les calculs comme ça, c'est parce que nous avons la numération décimale. Le calcul posé est enseigné parce que ça fait travailler le sens des problèmes, et des opérations, et parce que ça fait travailler la numération décimale. À l'heure actuelle, un peu moins parce que c'est utile dans la vie de tous les jours, étant donné, je ne dis pas que ce soit inutile, mais parce que maintenant nous avons quand même des outils de calcul extrêmement performants. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, donc on peut se débrouiller avec ces outils. En revanche, travailler le calcul posé fait travailler le raisonnement, la résolution de problèmes et la numération décimale. Mais donc, nous le travaillons dans cet objectif-là et non pas dans un objectif de fabriquer des calculatrices, en fait. Donc, nous avons, puisque c'est le cycle 3 et que certaines opérations sont travaillées quand même depuis le début du cycle 2, nous avons intégré des révisions dans des séquences de résolution de problèmes. Là, vous voyez quelques exemples que j'ai extraits, parce que nous savons que certains élèves de cycle 3 ont encore du mal à maîtriser des opérations introduites en cycle 2. Donc, ce qui permet à l'enseignant d'adapter en fonction de sa classe. Toute la classe a besoin de réviser, donc on le fait avec tout le monde, ou seulement quelques élèves. Donc, on a des exercices dans le manuel, mais qu'on traitera soit en APC, soit en décroché dans la classe pendant que les élèves sont en autonomie. Enfin, on a beaucoup de solutions. Mais il y a aussi des séquences absolument dédiées parce que l'opération est récente, la multiplication posée c'est récent, ou complètement nouvelle au cycle 3, comme par exemple la division ou les calculs posés avec les nombres décimaux. Donc là, il y a des séances dédiées. Alors à l'inverse, en fin de séquence dédiée, il y aura bien sûr de la résolution de problèmes, puisque c'est intimement lié et c'est une mise en application des opérations travaillées, sachant que si on est par exemple en CM1 dans le chapitre division posée, dans les problèmes, il n'y aura pas que des problèmes de division, sinon les élèves n'auraient plus à réfléchir. Donc, dans ces situations de découverte, ici, c'était pour attirer votre attention que nous introduisons toutes les techniques opératoires posées avec les cartes de numération, puisque justement, nos techniques sont basées sur le fonctionnement de notre numération. Donc, nous ne souhaitons pas introduire ça comme regardez ce que je fais, faites pareil, mais vraiment en donnant du sens à cette technique, que les élèves comprennent ce qu'ils font, par exemple, là, quand ils divisent, et donc ça donne du sens aussi à la technique opératoire en lien avec une situation de partage ici. Ici, c'est pour vous montrer ce que ça peut donner, un visuel où on a divisé
Ici, c'est en CM2 puisqu'on est sur un résultat décimal. On a partagé un nombre, 17, en 8, et donc, effectivement, on a distribué les cartes. Ce qui se traduit par l'algorithme, je dirais, usuel en France, où on fait apparaître via un jeu de couleurs, on ne travaille pas la numération avec les couleurs, mais ici c'est pour montrer les étapes avec un jeu de couleurs. Voilà, on remontre qu'on partage d'abord les unités, puis etc. C'est la traduction de ce qui a été fait avec le matériel. Alors, bien sûr, s'en suivent, là je passe rapidement, des exercices d'entraînement plus ou moins guidés avec squelette puis sans squelette. Et je vous le disais, des résolutions de problèmes dans lesquelles vont intervenir ou pas la division, puisqu'elle n'intervient pas là dans ces 3 problèmes de réinvestissement. Voilà. Alors, s'il y a des questions tout à l'heure, on y répondra. J'ai été un petit peu rapide pour vous laisser du temps sur les questions. Je redonne la main à Nathalie. Voilà. Alors, donc, vous pourrez commencer à écrire les questions si vous en avez, parce que donc je vais vous présenter les 2 autres domaines et je vais être assez rapide, non pas parce que ce n'est pas important, hein, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de séquences qui sont consacrées aux grandeurs et mesures, hein, CM1 et CM2. On revient sur toutes les unités de mesure qui ont été vues en cycle 2, hein, donc les longueurs, les masses et les contenances, et puis les durées. Et puis, on introduit les 2 nouvelles grandeurs qui vont être travaillées en cycle 3, à savoir les aires et les angles. Voilà. On travaille évidemment les unités usuelles et les conversions dans les unités usuelles, mais toujours avec du sens. Et ce qu'on fait, comme on l'a fait en cycle 2 et on le refait en cycle 3, c'est vraiment commencer par donner une image mentale de ces unités. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'essayer de convertir des kilomètres en mètres si on n'a pas une idée, une image mentale du mètre et du kilomètre, ce qui est plus difficile chez les élèves, mais ce qui est essentiel pour que ils ne nous répondent pas quelque chose du type 1 kilomètre égale 10 mètres. Voilà. Donc, le travail, il est axé sur, d'abord, construisons les unités usuelles avec des images mentales de chacune de ces unités, puis ensuite, on pourra travailler sur les conversions de l'une en l'autre, et ces conversions s'appuient sur aussi les unités de numération, c'est-à-dire qu'on fait la relation entre, par exemple, décimètre. Qu'est-ce que ça veut dire un décimètre? C'est 1/10 de mètre. Et donc, on fait le lien entre ce qui a été travaillé sur les nombres entiers et sur les nombres décimaux et les unités usuelles pour chacune de ces grandeurs. Pour les nouvelles grandeurs, on fait comme on a fait au cycle 2, c'est-à-dire qu'on commence par travailler sans mesure, hein, les aires, on fait des comparaisons d'aires en superposition, etc., avant d'introduire l'unité étalon, et puis ensuite comprendre que on introduit des unités usuelles parce que il nous faut une unité commune. Voilà, c'est le principe qui est travaillé sur les grandeurs à chaque fois pour introduire les unités usuelles. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne brièvement les grandeurs et mesures. Et en géométrie, on va continuer ce qui a été fait au cycle 2, à savoir le cycle 2, c'est là où on passe d'une géométrie perceptive à une géométrie instrumentée, c'est-à-dire où on a besoin des instruments. Donc en cycle 3, on renforce ce besoin d'instruments pour comprendre. J'ai des propriétés pour reconnaître une figure. J'utilise mes instruments de géométrie pour reconnaître la figure à l'aide de ces propriétés ou pour la construire.
Et donc, on va avoir beaucoup d'exercices de reconnaissance ou de reproduction. Et c'est là où le cahier de géométrie, il est vraiment intéressant parce que vous voyez, vous allez avoir ce type d'exercice de reproduction. Là, vous voyez, c'est en suivant un programme de construction, mais pour aider avant de donner le programme de construction seul, on met quand même la figure à côté et on construit la figure. Et surtout, ce qu'il va y avoir, c'est que dans le cahier de géométrie, il y a des calques des différentes figures qui ont été proposées à reproduire, ce qui fait qu'avec son calque, l'élève va superposer sur sa construction de figure et va valider ou non sa reproduction. Ça lui permettra de bien comprendre s'il s'est trompé, où est-ce qu'il s'est trompé, est-ce que c'est juste parce qu'il est malhabile dans l'utilisation des instruments, ou est-ce que c'est parce que il s'est trompé dans les propriétés qu'il a utilisées pour reproduire la figure. Donc les calques qui sont dans le cahier de géométrie sont vraiment intéressants pour valider ces reproductions de figures. Voilà, pour faire rapidement sur ce qu'est la géométrie, le type d'activité qui vient en géométrie. Et maintenant, je vais passer la main à Émilie qui va vous faire un petit point sur, là c'est un peu rapide je pense, voilà. Émilie, je te laisse la parole et tu me dis si j'appuie directement sur le diapo. Donc, moi, je vais aborder avec vous la gestion en double niveau. Donc, du coup, Nathalie, je veux bien que tu mettes la diapo d'après. Alors, il y a déjà l'avantage, comme elles vous l'ont dit auparavant, c'est le matériel de manipulation qui est commun au CM1, au CM2, et également tout ce qui est les séances de découverte qui sont pensées de la même façon. Donc, du coup, il y a une méthodologie qui s'instaure, et ça, c'est quand même assez intéressant. Et ensuite, quand on a un double niveau CM1, CM2, on peut faire des choix différents sur comment on travaille les mathématiques. Soit on partage sa classe en deux groupes totalement distincts, un groupe de CM1, un groupe de CM2, et on les fait totalement décrocher. Je fais mathématiques et de l'autre côté, je fais géographie ou voilà. Donc là, j'ai envie de dire que ça, c'est de la gestion au jour le jour et ça, vous avez l'habitude de le faire. Et ensuite, il y a deux choses quand on décide de faire mathématiques en même temps. Soit, de la même manière, on partage sa classe entre les CM1 et les CM2. Et auquel cas, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a vraiment, moi là sur la diapo, vous voyez, c'est le guide du maître qui est affiché. On voit les différentes phases de la séance qui sont proposées et ça va vous permettre justement une alternance, vous en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire la phase de lancement avec un des niveaux, les mettre en recherche, et là sur la recherche c'est plutôt des temps autonomes, et reprendre de l'autre côté et du coup alterner, c'est-à-dire que quand des élèves seront en recherche, vous pourrez être en mise en commun avec un autre groupe, quand il y aura les exercices de réinvestissement, vous pourrez de nouveau faire la mise en commun avec l'autre groupe et ainsi de suite. Donc ça c'est assez intéressant. Et ensuite, c'est un dernier choix et je dirais que là, c'est plutôt pour profiter de ce double niveau CM1, CM2, c'est-à-dire qu'on fait mathématiques en commun. Et donc là, je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. C'est adapter en fait les progressions de chaque manuel pour en faire une progression commune. Alors, il y a des choses qu'on va devoir de toute façon travailler en décroché parce que on le voit que dans un niveau, mais sinon on peut essayer de s'adapter. Donc là, je vous ai fait un exemple, quand on prend la progression de la période 1 de CM1 et la période 1 de CM2, c'est de mixer. Alors forcément, on fait un petit peu à sa sauce, on reprend, on va changer l'ordre des séquences, mais rien ne l'interdit, bien au contraire. Et donc l'idée, ça va être de travailler plutôt par groupe de besoins, groupe de niveau. C'est-à-dire que vous avez dans vos élèves de CM1 des élèves qui sont plutôt en facilité, ils vont pouvoir passer plus rapidement en fait sur aussi des contenus de CM2.
Et vous avez aussi des CM2 qui sont plus fragiles. Vous allez pouvoir revoir avec eux justement les compétences de CM1 pour leur permettre eux également d'avancer, mais plus à leur rythme. Donc voilà, là par exemple, on peut travailler les nombres entiers tous ensemble. Après, le principe de numération, quand il est acquis par les élèves, ça va aller beaucoup plus rapidement, hein. Les résolutions de problèmes numériques, et ben voilà, vous avez les problèmes additifs qu'on va traiter en premier. Vous verrez en séquence 6, et ben on fera les problèmes avec la multiplication opposée, mais tout est possible, justement. On peut travailler ensemble. Il y a juste sur la dernière séquence, par exemple, de la période, et ça, c'est juste une proposition, hein, vous pouvez adapter comme vous voulez, mais où on va travailler en décroché, puisque cercle, disque et report de longueur, ça ne se travaillera qu'en CM1, et périmètre et R, du coup, on va commencer en CM2 et on reverra plus tard dans l'année où on pourra peut-être travailler ensemble. Je suis allée très très vite, mais je pense que j'ai dit l'essentiel, donc voilà. Si vous avez des questions ensuite, on pourra revenir sur ces points-là. Merci Émilie. Donc effectivement, je peux peut-être commencer à relayer quelques questions. Une question un petit peu, enfin très précise, qui concerne la résolution de problèmes posée par Nicolas, merci d'ailleurs, qui nous demande si le contexte, donc en résolution de problèmes, est-il lié à une catégorie générale ou à la recherche d'un état? Par exemple, dans le champ multiplicatif, le contexte est-il différent pour la division groupement et la division partage? C'est une question. Alors, oui, j'ai le micro, c'est bon, je vais me permettre Oui. de donner une réponse. Le contexte est lié à oui, au côté général. Par exemple, je vais prendre l'exemple plutôt enfin, peu importe, hein, mais dans l'exemple qu'il a donné, la réponse, c'est à l'ensemble. Ou, par exemple, dans les problèmes de réunion, ça sera le contexte pour les problèmes de réunion, que l'on soit en train de chercher une partie ou de chercher le tout. Parce que les élèves, enfin, si on change à chaque fois dans sous-catégorie, finalement, le contexte va dire à l'élève c'est telle ou telle opération. Donc, en fait, on a un contexte pour les problèmes de réunion, un contexte pour les problèmes de partage, groupement partage, un problème pour les problèmes de comparaison additive et un problème pour les comparaisons multiplicatives, etc. D'accord. Ensuite, peut-être un peu plus une remarque de Stéphanie qui dit que la programmation est un peu juste, surtout si on a des élèves en difficulté, où elle est obligée de faire plus de 4 séances. Et donc, si elle y ajoute les séances d'évaluation, c'est peut-être un peu dense, en fait. Ça n'empêche pas qu'elle est satisfaite, évidemment, de la méthode, mais voilà, c'était une remarque. Peut-être que... Je vais peut-être donner un élément en reprenant après, si quelqu'un veut compléter, n'hésitez pas, Stéphanie, Émilie. Juste le petit élément, c'est ce que disait Nathalie dans la présentation. Il faut parfois laisser du temps au temps. Et comme notre progression est spiralaire, si on n'a pas compris tout de suite dans la première séance, par exemple sur les nombres jusqu'à 9999, comme ça sera repris dans la séance des nombres jusqu'à 99 999, ça peut à ce moment-là se décanter. Stéphanie, Émilie, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je peux ajouter en effet que parfois les séquences peuvent paraître un petit peu longues, mais comme tu dis, on peut décrocher. Et puis, il faut aussi se dire que la dernière séance, celle où on s'entraîne à son rythme, est de toute façon décrochée. Donc, au final, elle se fait très rapidement à un autre moment. Il ne faut pas la considérer comme une séance à part entière. Et tout ce qui est évaluation aussi, si on suit le rythme de faire vraiment l'évaluation, alors soit vraiment à la fin de la séance, à la fin de la semaine, ou au cours de la semaine d'après, l'évaluation aussi est très très rapide et n'empêche pas du tout de démarrer la séquence suivante. C'est-à-dire que ça ne va pas prendre une séance sur votre journée. L'évaluation, elle va durer, je ne sais pas, 10 minutes, 15 minutes, selon le domaine travaillé. Et du coup, on enchaîne directement sur la séquence suivante.
Et il ne faut pas prendre ça comme des séances à part entière, le je m'entraîne à mon rythme et l'évaluation. C'est vraiment des petits points qu'on insère au milieu de la journée et on repart sur une nouvelle séquence. Et pour compléter, on a quand même un parti pris sur la méthode, c'est de faire une séquence sur une semaine. C'est-à-dire que en général, quand on va voir dans les classes, les enseignants, le lundi, ils font numération, le mardi, ils font calcul, le jeudi, ils font géométrie. Et là, le parti pris, c'est de travailler la même notion sur la semaine. Donc, ça veut dire que l'élève, déjà, il a toute la semaine pour construire. Il n'a pas une semaine la séance 1, la semaine d'après la séance 2. Donc, ça va déjà l'aider. Et puis après, ben voilà, comme on disait, ça revient plus tard dans l'année, c'est spiralaire. Mais voilà, à chaque fois, il a quand même une semaine où il aborde la même le même domaine. Et je vais peut-être rebondir aussi dans la gestion quotidienne des enseignants, et ça, vous avez tous l'habitude. On a tous nos petits rituels du matin, et souvent dans le petit cahier de rituels ou le rituel du matin, c'est très facile de reprendre quelque chose qui n'a pas été bien compris ou bien saisi par tous de manière ponctuelle, et du coup, on le refait de manière ritualisée régulièrement, ponctuellement, et ça renforce la séquence qu'on vient de finir ou qu'on a fait 15 jours avant. Très bien. Mais justement, Caroline, oui, pardon. Voilà. Non, Caroline, mais c'était, pardon, Annie, vous alliez lire la question, parce que sinon j'ai trouvé un moyen de faire apparaître les questions. Donc, j'y réponds directement. Oui, bien sûr que si nous avons décroché les évaluations des séquences, c'est vraiment pour laisser toute la souplesse à l'enseignant pour les proposer quand il le souhaite. Donc, pas du tout forcément en fin de séquence. Ça peut être décalé. Alors, il ne s'agit pas en fin de période faire passer le bac pour pouvoir remplir les livrets d'évaluation. Et si on préfère, par exemple, vous avez fait la séquence des nombres jusqu'à 9999, eh bien, on pourrait imaginer que l'évaluation de cette séquence se fasse finalement juste avant d'entamer la séquence sur les nombres jusqu'à 99 999, ce qui permet à la fois de faire une évaluation sommative et diagnostique pour la séance qui va démarrer. Donc vraiment, là, nous pensons que les enseignants ont largement l'habitude de proposer les évaluations. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Donc, nous avons souhaité laisser toute la souplesse possible aux enseignants pour qu'ils la placent là où ils souhaitent la placer. Marie-Sophie, du coup, vous voyez la seconde, la question donc de Caroline, oui, alors, du coup, qui nous. Je vais entamer, puis peut-être Nathalie va enchaîner. Mais moi, je ne la vois pas, la question. Alors, il faut quelle est la place de la résolution de problèmes en géométrie? Donc, voilà. Je peux entamer, puis Nathalie, tu complètes si tu veux. Okay. La même place que dans tous les chapitres, nous accordons une place primordiale à la résolution de problèmes. Donc, même en géométrie, l'élève est chercheur. Nathalie complète aussi. Oui, c'est ça. La résolution de problème, ça veut dire donner quelque chose où l'élève doit chercher. Hein, et pour la géométrie, par exemple, c'est quand on a une reproduction de figure à faire, c'est rechercher par quoi je dois commencer. Qu'est-ce que c'est? D'abord, identifier les figures. Hein, comment je suis obligé d'utiliser des propriétés pour reconnaître les figures. Ça, c'est à moi de trouver quelle propriété il faut que je vérifie pour reconnaître les figures. Ensuite, il faut que je sache quel outil je vais utiliser. Et puis pour ma reproduction, par quoi je vais commencer. Donc voilà, ça c'est un problème de géométrie qui sont en fait continuellement travaillés. Il y a que ça qui est proposé. On a également une autre question sauf si vous voulez rajouter autre chose, pardon. Non, c'est parce que comme j'ai les questions sous les yeux, j'allais enchaîner sur la suivante, mais Annick, je vous laisse gérer. Non, pas de souci, c'est pour la partager parce que c'est vrai que les personnes qui sont connectées ne les voient pas, donc. On nous demande si on peut, s'il n'y a pas un risque en changeant l'ordre des séquences. Faut être attentif, effectivement. On peut pas changer, on peut pas prendre la séquence 27 pour venir la faire en séquence 3. Donc, des séquences relativement proches. Émilie, hein, vous pouvez, je vois que
après, voilà, quand en général, si on inverse une séquence de géométrie avec une séquence de nombres qui sont proches, ça va. Après, c'est vrai qu'on a quand même réfléchi, par exemple, dans les séquences de résolution de problèmes, à mettre des problèmes en lien avec les nombres qu'on a déjà travaillés. Donc, voilà, être vigilant. Si on inverse les résolutions de problèmes et les nombres travaillés, de vérifier que ça corresponde bien aux acquis des élèves à ce moment-là. Et alors, justement, il y a quelque chose qui va rejoindre. On nous demande si la programmation en calcul mental est spiralaire. Donc, oui, tout à fait, elle l'est. Et justement, si on échange des séquences, il faudra garder la programmation en calcul mental, parce que sinon, là, on ne peut pas échanger justement les séances, enfin, où c'est prendre des gros risques. Donc, c'est lié. Là, la question suivante, Émilie, Stéphanie, tu parlais tout à l'heure, Stéphanie, des évaluations en disant qu'elles étaient très courtes. Et quelqu'un demande si justement ça n'est pas trop court. Donc, Vas-y, Stéphanie. Non, moi, enfin, justement, je trouve que moi, je pense que le fait de les faire courtes, elles vont vraiment à l'essentiel. Et après, dans un deuxième temps, rien n'empêche, comme le disait Marie-Sophie tout à l'heure, comme il y a vraiment une souplesse par rapport à ça, rien n'empêche, au bout de plusieurs séquences, de refaire une petite évaluation plus complète qui reprend certaines notions. Et là, c'est vraiment la souplesse de la méthode qui permet ça. Mais au niveau, elles sont rapides, oui, en temps, mais complètes en contenu. Elles abordent vraiment l'essentiel des objectifs que l'on demande et qui sont attendus pour chaque niveau. Voilà. Et pour les enseignants, elles sont quand même très explicites, même pour les élèves, hein. Les compétences visées sont indiquées dessus. Et puis, alors après, il y a quand même, enfin, on peut se poser la question de la place de l'évaluation, comme Marie-Sophie le disait, ça peut être en même temps une évaluation finale, mais aussi une évaluation diagnostique. Et puis, nos élèves, finalement, on les connaît aussi, hein, donc on a pu voir tout au long de la séquence comment ils ont pu évoluer. Et enfin, du coup, elle est largement suffisante. Après, quand on fait des évaluations plus longues, le temps passé par les élèves, il est peut-être pas forcément bénéfique non plus. Si on fait des évaluations, voilà, très chargées, qui vont durer 30, 40, 50 minutes, il y a une part de concentration qui se perd aussi. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est assez positif, ça va vite. Rien n'empêche aussi après quand on veut pas en faire une seule en fin de séquence, d'en regrouper deux, par exemple, sur une même thématique ou d'aller plus loin, de mixer des exercices. Là encore, il y a beaucoup de souplesse qui est possible. Alors ensuite, il y a 2 questions sur les gestions des doubles niveaux, enfin peut-être même plus, mais j'en vois déjà 2. Aux élèves parce que la gestion d'un double niveau le nécessite et demande si est-ce que le maître doit être omniprésent. Et donc là, je donne un premier, donc Émilie réagit. Je donne juste un petit élément, puis je leur donne la parole. Nous avons souhaité que le maître ne soit pas omniprésent. Nous voulons que les élèves soient chercheurs, donc c'est les élèves qui travaillent. Émilie, Stéphanie, je vous laisse la parole. Alors, tout à fait. Moi, je reprends vraiment ce qu'on indique dans le guide du maître, c'est à chaque fin de recherche, on parle de mise en commun. Donc, que l'enseignant soit omniprésent, des fois, ça peut être l'enseignant qui valide et c'est dommage parce que du coup, on peut pas faire une mise en commun où on va avoir les élèves qui vont confronter leurs procédures parce que c'est de ça aussi qu'on sort la richesse. Donc, l'enseignant, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé pour lors de la mise en commun avoir des éléments, mais pas qu'il soit omniprésent pour être scrutateur de tout ce qui se passe, quoi. Et je pense qu'il faut juste qu'ils prennent les idées à droite à gauche et puis après c'est aussi de l'organisation de classe, savoir bien, enfin ça c'est du travail de début d'année, mais organiser les élèves sur ce travail de réflexion, de groupe qui prend la parole, qu'est-ce qu'on en dit, c'est de la méthodologie aussi à mettre en place.
Oui, tout à fait, si je rebondis sur ce que disait Émilie. En effet, non, l'enseignant sur un double niveau, mais même, je dirais, sur le niveau simple, n'est pas omniprésent et doit vraiment laisser chercher, mettre cet élève chercheur en action, quitte à ce qu'il y ait, mais là aussi, c'est dans la gestion du groupe, des interactions entre les enfants, des présentations. Enfin, moi, je sais que je travaille beaucoup sur l'ardoise et après des confrontations, des recherches qui ont été faites sur l'ardoise entre eux et l'enseignant est là vraiment avec un regard détaché et réapparaît, entre guillemets, au niveau de la mise en commun. Alors, il y a deux questions qui se rejoignent à propos d'un double niveau qui serait intercycle, justement. Alors, il se trouve que les deux personnes doivent avoir un CE2, CM1, puisque les deux parlent du CE2, CM1, mais je crois que Stéphanie va pouvoir généraliser le propos. Les questions, c'est est-ce qu'il est obligatoire de décaler les séances si on a un CE2, CM1? Et l'autre, c'est est-ce qu'il est possible, tout simplement, de mettre en place cette méthode si on a un double niveau CE2, CM1, mais je crois que Stéphanie, tu vas pouvoir répondre de manière plus générale que CE2, CM1. Oui, je vais essayer de répondre de manière plus générale. Alors, il y a vraiment alors, comme l'a présenté Émilie, il y a plusieurs options possibles. Soit on décroche complètement, en effet, ce qui peut être conseillé sur certaines séquences où vraiment on est sur des choses très différentes. Après, ce qui est intéressant, c'est vraiment en début d'année de mettre en parallèle les deux programmations et de voir tout ce qui est très proche et de les faire apparaître en même temps, de façon à pouvoir faire des phases de découverte communes. Et là, on se retrouverait beaucoup plus sur une phase de découverte commune et après, on est finalement sur un système qu'on ferait sur un niveau simple de différenciation avec les deux supports différents. Alors, c'est vrai que si je reviens là plus précisément sur le CE2 et CM1, on est avec des supports un peu différents puisque sur le CE2, nous sommes encore sur des fichiers, alors que sur le CM1, nous sommes sur un manuel, mais n'empêche que l'esprit de la méthode fait que les phases de découverte sont toujours avec les mêmes personnages, avec les mêmes outils, les mêmes manipulations. Donc, on peut vraiment travailler une mise en commun sur pas mal de séquences au niveau des découvertes. Et quand on voit qu'on est vraiment, parce que c'est vrai qu'entre le CE2 et le CM1, il peut y avoir des choses très différentes, notamment quand on aborde tout ce qui est fractions, les décimaux, etc. Là, en effet, on va être obligé de décrocher vraiment les deux niveaux quand on est sur des notions qui n'apparaissent pas sur le niveau inférieur. Je dirais que, en fait, ce qu'on vient de dire est valable pour 2 années consécutives, qu'elles soient sur le même cycle ou pas. Ce qui va obliger à gérer autrement, c'est évidemment si on a un double niveau CP, CM2, je prends les extrêmes express qui arrivent dans certaines écoles, là, bien évidemment, on est obligé de décrocher. Mais quand les années se suivent, qu'elles soient sur le même cycle ou pas, nous avons vraiment construit quelque chose, une démarche qui va du CP au CM2 avec une réelle continuité, donc il n'y a pas de souci. Alors, on nous demande, je ne sais pas, Émilie, si tu voulais ajouter quelque chose. On nous demande aussi si la programmation du double niveau est prévue dans les guides du maître. Donc là, je vais être obligée de répondre non, nous ne l'avons pas écrite. Maintenant, Nathalie, peut-être que c'est quelque chose à réfléchir et proposer sur le site Compagnon. Mais pour l'instant, Oui, Annick. C'est une très bonne remarque, Marie-Sophie. Justement, c'est ce que j'allais proposer. Éventuellement, enrichir un petit peu le site Compagnon avec quelques propositions, si besoin, s'il y a vraiment des besoins. Alors, je lis la question de Nathalie. Bonjour, comment organiser les séances de mathématiques, numération, etc. Si vous proposez chaque notion sur une semaine, pour ma part, le lundi, j'enseigne la numération, etc. Et le mardi, autre chose, etc. Alors, je dirais, il y a deux réponses. Soit finalement, on abandonne cette programmation, le lundi, on fait ceci, le mardi, on fait cela.
soit on y tient et il n'y a pas de souci pour notre méthode. Elle est décrite. Elle est pas, ah oui, si, tu as raison, Nathalie, parce qu'il va y avoir des imbrications qui ne vont plus fonctionner. Donc, Nathalie, je te laisse répondre avant de dire des bêtises. Ah oui, parce qu'en plus, ne serait-ce que pour le calcul mental, ça va faire trop de décalage. Ouais. Et en plus, au niveau tout simplement au niveau des nombres de séquences, on n'a pas le même nombre de séquences sur numération. Alors en CM1, si on prend les séquences nombre entier et fractions décimaux, ben, on a beaucoup plus de séquences nombre entier et fractions décimaux que de séquences géométrie. Donc on peut pas faire lundi Ouais. nombre et en plus comme a dit Émilie, de toute façon pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte que pour les élèves, surtout pour les plus fragiles, de travailler la même notion sur une semaine, ça les aide énormément. Parce que parce que le lendemain, ils se souviennent quand même de ce qu'ils ont fait la veille, quoi. Et j'avais pas tout compris la veille, mais c'est justement parce que je refais le lendemain. Et puis encore la fois d'après, là, il y a le mercredi entre-temps, mais et voilà, et on les voit bien progresser justement le vendredi, on voit bien la différence avec le lundi, quoi. Ce qui est beaucoup moins vrai sur étalé sur un mois. Hein. Oui, avec entre-temps un peu de géométrie, un peu de. Mm. Ça a été notre choix, oui. Nous avons construit la collection comme ça. Et bon, j'allais dire une grosse bêtise pour essayer de. Ce qui est possible, c'est d'ailleurs les EFS, ils ont tendance à faire ça. Non, enfin avant, ce qu'ils faisaient, comme ils étaient 2 jours et 2 jours, ils étalaient sur 2 semaines. Donc ils faisaient 2. Oui. Oui, excuse-moi Nathalie. Juste pour rebondir, et là je mets vraiment ma casquette d'enseignante, pendant des années j'ai fonctionné comme la collègue qui pose la question, où je faisais une journée chaque matière, chaque discipline, hein, vraiment mon lundi numération, mon mardi technique opératoire, etc. Et donc ça fait maintenant quelques années que j'ai changé d'optique en travaillant avec Marie-Sophie et Nathalie. Et je ne reviendrai plus en arrière parce que vraiment, je vois vraiment une différence. Alors, pour les enfants pour qui ça roule, on en discutait encore ensemble, il n'y a pas tellement, la question ne se pose pas. Les élèves pour qui ça roule, quelle que soit la méthode, ça roulera. Quelles que soient les propositions qu'on leur fera, ils trouveront des solutions. Mais par contre, pour les enfants fragiles et en difficulté, vraiment, le fait d'ancrer sur une semaine fonctionne vraiment très, très bien. Le tissage se fait, mais d'une manière fluide et beaucoup plus rapide. Et c'est vraiment une richesse de la méthode. Et j'invite la collègue, même je sais, elle est peut-être réticente à faire un groupement comme ça sur une semaine, mais de tester parce que vraiment, vraiment, il y a des effets positifs, très positifs. La collègue répond qu'elle essaye effectivement, mais que pour le moment, elle n'y arrive pas. Adoptez notre méthode, vous allez voir, vous y arriverez. Très bien. Ah pardon, alors Bruno demande si les corrections des exercices peuvent être proposées en mode autocorrectif, ce sont les élèves qui gèrent. Ça, c'est possible. Après, j'ai envie de dire, un outil à fabriquer pour les élèves à partir du guide du maître. Hein, mais ça, rien ne l'empêche. Hein. Pas sur les situations de découverte, bien évidemment, puisque l'intérêt de la situation de découverte, c'est la mise en commun et la confrontation des procédures des élèves, mais sur tout ce qui est exercice de réinvestissement, ça pose pas de souci. Hein. Je donne le témoignage de Caroline, qui dit qu'elle est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Stéphanie sur le fait de
de basculer sur toute la semaine sur la même chose. Elle dit qu'elle est tout à fait d'accord et que l'expérience le prouve. Tout à fait. Et donc, peut-être on va finir sur la remarque de Sébastien. Marie-Sophie, je vous laisse. Donc, Sébastien dit qu'il n'a plus de questions et qu'il nous remercie pour nos explications. Il utilise jusque-là MHM et il ne retrouve pas il y trouve de plus en plus de points négatifs. Donc, il est intéressé par notre méthode l'année prochaine. Et merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et pour votre intérêt également, toutes ces questions. Je vais peut-être juste ajouter, Annick, comme on en parlait tout à l'heure, de ne pas hésiter pour les enseignants qui sont un petit peu connectés ou qui ont un compte Facebook ou il y a Instagram de mémoire aussi, je ne sais plus, Annick. Il y a en tout un cas, compte Facebook Olémat. Voilà, il y a un compte Facebook Olémat, une page dédiée à la méthode sur laquelle les éditions RETS répondent de manière très, très rapide et très interactive et où nous, en tout cas, nous les enseignants, en tout cas moi, j'y suis aussi et dès que je peux apporter quelque chose ou une réponse, j'essaye de le faire aussi très rapidement. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page Olémat. Il y a Nicolas qui nous demande s'il y a des extraits du guide du maître publié en PDF. Oui, sur le site, il y a, enfin, le voilà, CM2, non, mais le CM1, déjà, CE2, c'est déjà publié, il n'y a pas de souci. Hein, Annick Oui, tout à fait. J'étais en train d'écrire la réponse dans ce sens-là, Marie-Sophie. Effectivement, sur le site Compagnon, vous devez trouver plein de choses. Et merci Stéphanie de préciser que le groupe Facebook aussi est très précieux. Vous échangez pas mal d'informations et ça, c'est vrai que c'est très bien. Ben, grand merci à vous aussi de tous vos retours positifs et peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup à toutes les quatre d'être intervenues de cette manière si dynamique et j'espère qu'on aura répondu à toutes les questions des enseignantes et enseignants présents.